Parce qu'eux-mêmes, ils ont été informés qu'ils m'ont demandé de venir. Mais je n'ai jamais reçu de promesse, quoi que ce soit. Avez-vous signé un accord vous promettant que vous ne seriez pas poursuivi si vous coopériez avec le procureur de la Cour pénale internationale? Je n'avais pas besoin de signer un tel accord parce que je ne me reproche rien. Alors, on va passer à un autre thème. Alors, vous nous avez montré hier les quartiers dont vous aviez la charge à Yopougon, et vous nous avez expliqué quelle était l'étendue de votre juridiction. Vous avez cité un certain nombre de quartiers qui composent cette étendue, et je voudrais vous poser des questions complémentaires sur ces quartiers. Alors, je voudrais que l'on voit la carte établie par le greffe, CIV REG 0001 0160. Et c'est public. Merci. Alors, monsieur, vous pouvez voir la carte en appuyant sur le bouton Evidence One. Vous la voyez? Oui. Parfait. Alors, vous reconnaissez votre carte. Je voudrais que nous nous livrions à un petit exercice. Vous nous avez expliqué hier, et nous pouvons le voir nous-mêmes, que le boulevard principal coupe en deux, d'une certaine manière, les quartiers sous votre responsabilité, on est d'accord? Tout à fait. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous nous énumériez de façon plus précise, en suivant le boulevard principal, en partant par exemple de la lagune pour remonter, les différents sous-quartiers qui se succèdent à droite et à gauche du boulevard principal. Par exemple, le quartier Doucouré ou le quartier Yaocei. Si vous pouviez remonter en partant de la lagune et puis nous dire, voilà, à gauche, il y a d'abord le quartier tel qui fait face au quartier ceci. Et puis en montant comme ça, vous voulez bien? Tout à fait, c'est fastidieux, mais je peux le faire. En remontant de la lagune du côté droit, Président. À droite, vous voulez dire, il vaut mieux dire est ou ouest, parce que sinon c'est difficile de savoir. Donc à l'est ou à l'ouest. Droite et gauche, c'est pas très précis. j'avoue que si je prends est ou ouest, je risque de me tromper. Mais si on prend pour médiane le boulevard principal, je vais me retrouver. Si vous permettez un mot, Monsieur le Président, je me demande si ce ne serait pas plus fructueux
si on demandait aux témoins de mettre au moins les initiales des sous-quartiers qu'il va nous nommer. Comme ça, on serait sûr de l'endroit où il se trouve. Et dans ce cas-là, il faudrait lui demander d'annoter la carte. Vous voulez bien, monsieur? Pas de souci. Le président. Et quand l'avocat dit précisément, c'est environ, évidemment, approximativement. C'est reçu, président. Ici. Ah bon. Ici, nous avons le quartier Béago. Ici, nous avons le quartier Kouté. Ici, nous avons le quartier Assanvon. Ici, nous avons le quartier Doucouré. Ici, c'est le quartier Sikoji. Nous avons quelque part le quartier Selmer. Nous avons Yopougon Atié. Nous avons le quartier Gabriel Gare. Et ici, nous avons la voie principale. Ici, c'est la voie principale qui mène de Yopougon à Adjamé. Et ici, nous avons ce que nous appelons communément le premier pont. Du quartier gauche, nous avons la voie principale qui continue là. Nous avons ici le quartier Sipores. Nous avons quelque part ici Banco 2. Nous avons Sikoji. Nous avons ici le quartier Yaosei. Il fait pratiquement face au quartier Doucouré. Ensuite, nous avons le quartier Sidessi. Nous avons le quartier Sidessi. Qui continue pratiquement jusqu'ici. Voilà. Le Sidessi qui continue là. Bon, dans le quartier Sidessi, il y a des sous-quartiers. Vous avez Lem ici. Vous avez Akadjoba ici. Et tout à fait au fond, ici il y a un autre site ici, mais je ne me rappelle plus trop. Voilà plus ou moins. Alors écoutez, c'est très clair et je vous remercie. Si je vous dis Terminus 40, c'est un quartier aussi ou c'est un sous-quartier? Terminus 40, c'est un sous-quartier, c'est au niveau de juste avant Assanvon. C'est-à-dire après Kouté, nous avons Terminus 40, nous avons Assanvon.
Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de noter, par exemple, T40, là où ça se trouve sur la carte? Parfait. Merci, monsieur. Madame la greffière d'audience, peut-on faire une capture d'écran et enregistrer le document pour le verser au dossier? Already done. Ah, Le président, c'est déjà fait. It is. merci, monsieur le président. Et nous allons garder ce document sous le coude parce que nous y reviendrons quelques fois au cours de l'interrogatoire. Alors, monsieur, merci encore pour cette carte. Can I ask? Le président. Est-ce que je peux vous demander combien de personnes vivent dans votre zone de juridiction, à peu près? J'avoue que je ne l'ai plus. Sinon, avant, j'avais cela, mais actuellement, je ne sais plus, sincèrement. Merci, monsieur le président. Alors, vous nous avez dit que les effectifs de votre commissariat étaient organisés en 3 brigades de 14 hommes chacune. Et ces 3 brigades, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si je me trompe, faisaient des rotations. C'est-à-dire que, en réalité, c'était un peu les 3-8. C'est-à-dire, vous avez une brigade sur le terrain, et pendant ce temps-là, vous en avez 2 autres qui se reposent, puis une nouvelle, etc., etc. C'est bien ça? C'était cela jusqu'aux élections. À partir des élections, nous avons tous été consignés. Ça veut dire que plus personne ne devrait descendre pour aller à la maison. Au début, c'était bien suivi, mais quand une consigne militaire dure trop, vers la fin, ce n'est plus correctement suivi. D'accord. Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'avant les élections, en clair, vous n'aviez pas plus de 14 hommes pouvant aller sur le terrain en même temps. C'est bien ça? Oui, c'est plus ou moins ça. D'accord. Et ma question est, après les élections, de combien d'hommes pouviez-vous disposer capables d'aller sur le terrain en même temps? Puisque j'imagine que même après les élections, il y en avait qui se reposaient, il y en avait qui étaient malades, etc., etc. Donc, combien y en avait-il dans une journée, disons, normale, capables d'aller sur le terrain en même temps, à une heure donnée? Pratiquement, après les élections, au moins une vingtaine, parce que, comme je vous l'ai dit, nous étions tous consignés, nous dormions tous au commissariat. D'accord. Alors, je vais vous poser la question que vous a posée il y a quelques secondes le président, de manière un peu différente. L'ensemble des quartiers qui étaient sous votre responsabilité, qui étaient dans votre juridiction, ça représentait à peu près combien en termes de population? Mais une approximation très vague, plutôt 300 000 personnes, 500 000 personnes, plus, moins. Enfin, est-ce que vous avez une idée? Je pense à environ 100 000 personnes. D'accord. Ces 14 hommes qui allaient sur le terrain avant les élections, puis ces 20 hommes qui allaient sur le terrain après les élections, portaient-ils chacun un pistolet? Vous nous avez expliqué que c'était la dotation individuelle, mais vous ne nous avez pas dit s'il y avait suffisamment de pistolets pour que chacun puisse en porter un lorsqu'il allait en mission. Pouvez-vous répondre? Bien, dans la pratique, en théorie, chaque policier qui sort de l'école doit avoir une arme de dotation individuelle, un pistolet. Mais depuis la crise de 2002, il y a beaucoup de promotions qui sont sorties sans pistolet. Donc, sur la soixantaine de policiers que nous avions, il y a environ, peut-être, disons, au moins 50 à 55 qui pouvaient être armés. Les autres, non.
Et ceux qui disposaient d'un pistolet, disposaient-ils de suffisamment de munitions? Non. Ils avaient combien de munitions? Combien de balles? Ça, c'est vraiment individuel, je ne peux pas savoir. Parce que je ne peux pas savoir ce que chacun a individuellement dans son arme, ce que chacun a individuellement chez lui à la maison. Mais ce que vous dites, c'est que c'était insuffisant quoi qu'il arrive, c'est ça? Oui. D'accord. Vous nous avez dit aussi que votre commissariat ne disposait que de 3 kalachnikovs. Est-ce que vous disposiez de munitions pour ces kalachnikovs? Et si oui, est-ce que vous en disposiez en quantité suffisante? Est-ce que nous avions des munitions? Oui, mais en quantité suffisante, non. D'accord. Est-ce que vos hommes disposaient d'équipements de maintien de l'ordre, tels que des boucliers, des matraques ou des fusils lance-grenades lacrymogènes? Oui, on avait des boucliers, on avait des matraques, on avait des fusils lance-grenades, mais il est arrivé un moment où on n'avait plus de munitions de fusils lance-grenades. On n'avait plus de grenades, si vous voulez. À quel moment n'avez-vous plus eu de grenades lacrymogènes, à peu près? Je l'ai mis dans le rapport qui est là. Le 25, il y a eu des mouvements, beaucoup de mouvements entre les jeunes du RHDP et ceux de l'LMP. Donc, au cours de cette manifestation, nous avons beaucoup utilisé les grenades au point que nous n'en avions pratiquement plus. Et vous aviez combien de fusils lance-grenades lacrymogènes? Si je ne m'abuse, nous en avions, je crois, 2. D'accord. Y avait-il des antennes qui dépendaient de votre commissariat qui étaient situées dans des quartiers, dans d'autres quartiers? Non. Il n'y avait pas d'antenne qui était rattachée au commissariat. Mais nous, le commissariat, nous étions rattachés au district de police et nous étions dans la même enceinte. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué que vous aviez un adjoint, dont vous nous avez donné le nom, que sous vos ordres, il y avait à peu près une dizaine d'officiers de police et environ une cinquantaine de sous-officiers de police. Alors, ma question est simple. Est-ce que l'appartenance ethnique de vos effectifs reflétait la diversité ethnique de la société ivoirienne? Excusez-moi si vous voulez reprendre la question. Je vais la reformuler. Je vais la formuler différemment. Est-ce que vous aviez des hommes et des officiers de toutes origines ethniques et de toutes confessions? Oui. D'accord. Est-ce que certains de vos hommes étaient originaires des quartiers qui étaient dans votre juridiction? Je ne connaissais pas chacun individuellement, mais je pense que oui. D'accord. Est-ce que vous choisissiez ces hommes lorsque vous deviez envoyer des effectifs en patrouille ou faire une mission quelconque dans un quartier particulier? Est-ce que vous preniez précisément les hommes qui étaient originaires de la zone pour participer à la mission? Non, ça ne se passait pas comme ça. D'accord.
La police nationale savait-elle que des groupes de combattants avaient été infiltrés à Abidjan avant ou pendant les élections présidentielles? Reprenez la question, s'il vous plaît. Oui. La police nationale savait-elle si des groupes de combattants avaient été infiltrés à Abidjan, des groupes de combattants rebelles naturellement, avant les élections ou pendant les élections? Je pense que c'est le directeur général de la police nationale qui était le mieux placé pour répondre à cette question. D'accord. Donc, à votre connaissance, dans aucun des quartiers sous votre juridiction, il n'y avait de rebelles infiltrés. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Étiez-vous au courant de l'existence de caches d'armes à Abidjan avant la crise, avant les élections, disons, avant les élections présidentielles? Il se disait qu'il y avait des caches d'armes, ça c'est ce qui se disait, mais est-ce que j'en ai vu? Non. Je ne sais plus, mais je ne pense pas. Alors, je vais vous montrer un document dont la référence est CIVOTP 0043 04 10. Alors, on me dit qu'il est dans la catégorie confidentielle, mais que l'accusation a montré des documents de même nature et de même catégorie publiquement. Donc, Monsieur le Président, je m'en remets à vous sur ce point. Is this an OTP document? Le Président, s'agit-il d'un document de l'accusation? L'accusation, je ne vois pas pourquoi ce document devrait être confidentiel. Je ne vois aucune raison. Le Président, très bien. Dans ce cas-là, il peut être affiché publiquement. Parce qu'on ne voit pas grand-chose. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de zoomer un peu sur le haut du document ou d'agrandir de manière à ce qu'on voit le haut du document? Who is working on this? Le Président, à qui donnez-vous ces consignes? Pourrions-nous agrandir un petit peu le document? Faire un zoom avant? Très bien. Vous arrivez à lire, monsieur, le document? Le haut du document, en commençant par le début? Oui, très bien, j'arrive à lire. Bon. Alors, vous voyez qu'il s'agit d'un document de la gendarmerie, et vous voyez, en face de l'information numéro, il y a 5 mai 2010. Vous voyez ça? Oui, 5 mai 2010, oui. Bon. Vous voyez l'objet? Oui, tout à fait. Alors, je vais le lire, ça sera plus rapide. L'objet, découverte et saisie d'armes de guerre et d'effets vestimentaires militaires. Et il est dit dans le texte que le 5 mai 2010, au quartier Rang, non loin de la station Afrique Oil, commune d'Anyama, ont été saisies des armes. Vous en êtes d'accord? Oui, c'est ce qui est décrit, c'est ce que je vois. Bon.
Alors ma question est très simple. Your Honour, Madame Pack, Monsieur le Président, le témoin vient du commissariat de Yopougon et je me demande s'il y a suffisamment de raisons pour poser des questions sur un document qui émane d'une autre juridiction. Je me pose la question. Le Président, on pourrait d'abord lui demander s'il a déjà vu ce document et s'il le connaît. Que ma consoeur finalement n'objectait pas, mais je voudrais dire un mot là-dessus parce qu'en fait ma question répond à ce qui a failli être une objection. J'ai bien conscience que c'est un document de la gendarmerie et qu'il s'agit d'Anyama. La question ne se pose même pas. Ce que je voudrais demander au témoin, donc monsieur le témoin, on est d'accord, hein, il s'agit d'un rapport de la gendarmerie, pas de la police. sorry, just to be clear. L'accusation, j'ai dans ce cas-là une objection. Je faisais juste preuve de politesse. Le Président, quelles informations souhaitez-vous obtenir de la part du témoin sur un document dont il ne sait absolument rien? Enfin, à ce stade, nous ne savons même pas s'il a déjà vu le document ou s'il a pu en prendre connaissance ou s'il sait quoi que ce soit à ce sujet. Ont déjà participé à ce type d'opération. Non, mais je voudrais dire, jusqu'à aujourd'hui, on continue de découvrir des armes. D'accord. Alors vous voyez que toujours sur ce document, en descendant s'il vous plaît un petit peu, il est fait mention de, et vous me dites si vous voyez bien monsieur, 4 cartons contenant différents treillis, armée, gendarmerie et police. Vous voyez ça? Oui, tout à fait. Alors, aviez-vous, vous, connaissance? Objection again. Madame Pack, objection. Le Président, je n'ai pas encore entendu la question, Madame Pack. Tout dépendra de la question. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Avez-vous eu connaissance, vous, monsieur, de saisies de ce type et notamment de saisies d'effets de la police lorsque vous étiez en fonction avant ou pendant la crise? Oui, on a déjà entendu parler de saisies. Oui. Pour que ce soit clair, Well, excuse me. Le Président. Excusez-moi. Est-ce que vous parlez des saisies qui sont mentionnées ici ou plutôt de ce type de saisie en général? Je parle plutôt de ce type de saisie en général, mais pas de ce qui est mentionné ici. Okay. Le Président, très bien. dites-moi, monsieur, je vais revenir une seconde sur quelque chose qu'on a discuté tout à l'heure. Vous avez dit, tout à l'heure quand je vous interrogeais, dans la pratique en théorie, chaque policier qui sort de l'école doit avoir une arme de dotation individuelle, un pistolet. Mais depuis la crise de 2002, il y a beaucoup de promotions qui sont sorties sans pistolet. Fin de citation. Et comme je vous citais, je donne la référence. C'est à la page 78 des transcrits français, ligne 26 à page 79, ligne 4. Donc en fait, est-ce qu'on doit comprendre de ce que vous nous dites que la police manquait cruellement de moyens depuis 2002 et ce jusqu'à la crise, y compris la crise? Oui. Alors, vous nous avez dit être né à Odiéné, au nord de la Côte d'Ivoire, c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire votre ethnie? Parce que vous n'aviez pas répondu à la question qui vous avait été posée sur ce point. He did. He did. Le Président, si, il l'a fait tout au début. Well,
Mais je vais vous citer, comme ça il n'y aura pas l'ombre d'un doute. Peut-être me suis-je trompé. Alors je vais citer les transcrits français. No, but there's no problem. Just repeat it in case. Le président, veuillez dans ce cas-là le répéter. Ce n'est pas un problème. Nous n'allons pas nous interrompre ici. Quelle est votre appartenance ethnique, monsieur le témoin? Je dis je suis Tagbana, dans le centre-nord du pays, à environ 45 km de Bouaké. Et est-ce que les Tagbana font partie d'un groupe plus vaste? Les Tagbana font partie du groupe Sénoufo, pardon. D'accord. Et quand êtes-vous venu à Abidjan? Je ne comprends pas la question. Vous êtes né au nord du pays. Peut-être y avez-vous été élevé, y êtes-vous resté un certain temps. Quand êtes-vous arrivé à Abidjan? À quelle période, à quel âge? J'ai été élevé à plusieurs endroits parce que je suivais mon oncle qui était enseignant. Donc chaque fois qu'il était muté, je le suivais. Mais pour la plupart de mes vacances, je les faisais à Abidjan, chez un autre oncle. Donc, je vais dire, il y a vraiment longtemps, quand j'étais petit, plus ou moins. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, vous me dites si je me trompe, vous avez fait l'école de police en 98-2000 et dès 2004, vous avez été muté au commissariat du 16e arrondissement, c'est ça? Tout à fait. Quelles étaient vos fonctions en 2004? En 2004, j'étais adjoint au chef de service du 16e arrondissement. D'accord. Puis vous nous avez dit qu'en octobre 2011, vous aviez été muté au commissariat de Port-Bouët avant de devenir chef de district de police à Marcory. Et vous avez précisé avoir été promu commissaire principal de police. C'est ça? Tout à fait. Ma question est simple. Quand avez-vous été promu? J'ai été promu en 2015. Alors, vous êtes resté longtemps au commissariat du 16e arrondissement, donc vous connaissez bien le quartier. Vous nous avez tout à l'heure montré les sous-quartiers, la diversité des quartiers qui les composent la zone dont vous êtes responsable. Est-ce que vous pouvez, si l'on peut, reprendre la carte que nous avons faite ensemble? Monsieur, vous avez la carte sous Evidence One. Vous l'avez sous les yeux? Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de nous dire, en ayant cette carte sous les yeux, quelle est l'origine géographique ou, si vous voulez, l'origine nationale ou, si vous voulez, l'ethnie des habitants des quartiers dont on vient de parler, que nous connaissons maintenant grâce à vous? Est-ce que c'est possible? Vous voyez, dans tel quartier, c'était plutôt des gens en majorité de tel groupe, ou de telle ethnie, ou de telle nation, de telle nationalité. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire, mais ce serait possible pour seulement 2 quartiers, mais pour les autres, ce n'est pas évident. Alors, donnez-nous les 2 quartiers, et puis vous nous direz après pourquoi ce n'est pas évident pour les autres sous-quartiers. Pour les 2 quartiers, vous avez le quartier Yaoséi et vous avez le quartier Doukouré. Maintenant, pour les autres quartiers, ce n'est pas évident parce que les gens étaient plus ou moins
C'était des quartiers cosmopolites, les gens étaient mélangés. D'accord. Alors, qu'on comprenne bien, Yaoséi, quelle était la population en majorité? Yes, we have understood. Le Président, nous avons bien compris. Donc Yaoséi et Doucouré, comment, par quelle composition étaient-ils caractérisés? Qui habitait à Yaoséi. Yaoséi était peuplé en majorité de Guéré et de Bété. D'accord. Et Doucouré? Doucouré était peuplé en majorité d'Allogènes et de Djoula. D'accord. Alors, est-ce que c'est juste de dire que le long du boulevard, il y a de chaque côté du boulevard des petites échoppes, des petits commerces qui traversent tous ces quartiers? Ou bien est-ce que ces échoppes, ces commerces sont limités à certains des quartiers ou des sous-quartiers que vous nous avez dit? Les échoppes dont vous parlez se limitaient principalement dans le quartier Doucouré. Dans le quartier Yaoséi, il n'y avait pratiquement rien en face. D'accord. Autant que vous le sachiez, à qui appartenaient ces magasins? Je dirais à une population d'une certaine origine nationale? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? J'avoue que je ne maîtrise pas bien votre question. D'accord. Y avait-il des populations plus spécialisées, des populations plus commerçantes que d'autres, qui tenaient ou qui monopolisaient des commerces? Qui monopolisait, je pense que le terme est trop fort, mais qui tenait le commerce, oui. C'était en majorité des Djoula. Alors, où se trouvaient les Nigérians, les Nigériens, les Maliens, dont on nous a déjà parlé au cours de différents témoignages ici? Ces populations étrangères, où est-ce qu'elles étaient? Est-ce qu'elles étaient concentrées à Doucouré ou est-ce qu'elles étaient aussi ailleurs? La plupart étaient concentrés à Doucouré. Nous avons appris, monsieur le témoin, d'un autre témoin, qu'à Yaoséi, il y avait nombre de réfugiés de Djekwe. Est-ce que vous confirmez? Je ne le savais pas. Je ne sais pas. Du moins, je ne m'en souviens pas. D'accord. On nous a aussi parlé de communautés originaires du Niger, de Guinée, du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso, à Doucouré. Est-ce que vous confirmez? Je dis c'était beaucoup d'allogènes, donc il est évident que ceux-là y vivaient également. D'accord. Y avait-il un quartier où se trouvaient des réfugiés libériens ou un sous-quartier? À ma connaissance, non. D'accord. Monsieur le Président, je vais aborder un autre thème. C'est comme vous le souhaitez. Soit je peux m'arrêter maintenant, soit je peux le commencer, mais ça sera un peu difficile. OK. Le juge président, très bien, nous allons observer une pause maintenant et nous nous retrouverons à 16 heures pour un dernier volet d'audience d'1 heure et demie pour cette journée. Merci.